Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. J'ai arrêté la musique d'une manière un peu brutale, mais voilà, vous êtes sur Street Diamond, on est bien, on est avec la team Street Diamond. Est-ce que mon volume est bien, Manu? Tout va bien, je sature pas? Tout est opérationnel, les auditeurs m'entendent bien, les auditrices m'entendent bien? Bah c'est nickel. Alors vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Comme tous les samedis, on court partout, comme tous les samedis, c'est la folie, comme tous les samedis, on est bien, et comme tous les samedis, on va se mettre bien. Je suis avec la team Street Diamond, à ma gauche, Laurie Pézron, s'il vous plaît. Bonsoir. Yeah, round of applause for Laurie Pézron. Woo, baby. Il y a des nouveautés. T'as vu, il y a des effets sonores et tout ça. $1 million, baby. Comment ça va, Laurie? Franchement, ça va bien. À chaque fois que je suis là, ça va bien. Laurie Pézron, créatrice du club READ. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous, le club READ, le club de lecture afro. C'est ça. On peut dire ça? Voilà, afro, club Voilà. des auteurs afro. Voilà, n'hésitez pas. À ma droite, elle est là. Elle est OP, vous voyez rarement son visage, mais elle est toujours en backstage, n'est-ce pas? Elle est au contrôle du Twitter, au contrôle de l'Instagram, au contrôle du Facebook depuis peu. Elle est dans le building. Kelly, comment tu vas, Kelly? Ça va. Tranquillement. Ça va, ouais. Yeah, roll of applause, baby, roll of applause, baby. Et très très gros taf de Kelly dans l'équipe, donc on est obligé d'envoyer un big shout-out à Kelly qui est dans plein d'événements. Ouais. Et d'ailleurs on se partage un petit peu les événements un petit peu partout, il y a des membres de l'équipe. Et si vous voyez des lives, n'est-ce pas, comme le live de Nestlé, eh ben c'est Kelly qui vous a permis de voir quand Nestlé faisait un petit battle contest avec Lorenz sur le Lorenz baby. Mais bon, on va passer. La chanson c'était pas mon truc et tout ça. Et il est caché comme d'habitude. Il est silencieux comme d'habitude, mais vous allez entendre sa voix dans quelques instants. Il est dans le building. Manu Dorlis, s'il vous plaît. Salut. Mais c'est extraordinaire, mais quelle voix, mais quelle phrase. Voilà, il a tout dit en un mot, c'est extraordinaire, Manu Dorlis. Oh là 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 là. C'est la voix. La voix. C'est la voix, quoi. Ça va, Manu? Ouais. Oh là 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 là, non mais quelle perspicacité, quelle ténacité, mais c'est incroyable. Alors, encore une invitée exceptionnelle sur Street Diamond. Moi, la première fois que je l'ai découvert, déjà on m'avait déjà parlé d'elle et incroyablement en fait, j'avais déjà vu certaines des choses qu'elle avait produites, mais je ne savais pas que c'était elle qui était derrière. Donc voilà. Et quand j'ai entendu son discours récemment, j'ai dit mais déjà qu'on m'avait dit mais il y a une dame qu'il faut que tu reçoives absolument, Et quand je l'ai entendu là, j'ai dit mais c'est évident. Elle est dans le building avec nous. Je vous demande de faire du bruit pour Gertie Dambury. Ça mérite des applaudissements. Il y a des vrais mains. Il y a des vrais mains. Donc, je m'appelle Mac Parot pour ma part. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h. Une émission qui a 13 ans quand même. Hein. Ça passe. Hein. Comment il va, Mac? Ben Mac, ça va, 10 ans d'émission, mais toujours la pêche, hein. On est là, tranquillement. Et j'ai envoyé un big shout-out au public de Nestlé qui m'a très bien, parce que j'ai présenté le concert de Nestlé, un public qui m'a très bien accueilli lors des K-sessions. Donc j'étais très content de partager ce moment avec eux. C'est un public super sympa, très actif. Mais de toute façon, quand tu as une artiste comme Nestlé qui a plein de punchlines, je crois que tu es obligé d'être très actif aussi. Donc voilà. Donc Kelly, tu as écrit... une petite présentation, n'est-ce pas, oui. Rapidos sur Insta, sur les réseaux sociaux de Gertie Dambury. On va commencer tranquillement avec ça. Ok, très bien. Donc, ce soir, notre Street Diamond guest, c'est Gertie Dambury. Yeah. Cette grande dramaturge et romancière est originaire de la Guadeloupe. Membre fondatrice de l'association Décoloniser les arts et féministes, elle participe activement à la réflexion sur les discriminations et les exclusions en France. Son dernier essai, Le rêve de William Alexander Brown, sur la première troupe de Noirs à New York, en pleine période esclavagiste, a reçu en 2016 le prix du Carbet, de la Caraïbe et du Tout-Monde. Donc ce soir, elle viendra nous expliquer son parcours de vie et nous présentera sa nouvelle représentation intitulée La radio des bonnes nouvelles qui aura lieu le 20 juin au FGO Barbara, Paris 18e.
Au centre Barbara. Et donc au centre Barbara, Paris 18e, superbe Kelly pour cette première présentation. C'est moi, je l'ai pris au dépourvu. J'ai dit, depuis le temps là, tu fouilles tout ça pour écrire. Et ben voilà, tu vas parler un petit peu. Faut aussi, c'est ça, Street Diamond. C'est beaucoup de love. Il y a toute une équipe. Et on va envoyer aussi un big shout out à toute l'équipe. Il y a Playmo maintenant qui taffe au Canada, donc un big shout out à Playmo là qui fait une émission au Canada avec les Twins, les danseurs. Donc voilà. Donc on est ravis de vous accueillir, Gertie. Pour moi, c'est un grand plaisir. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous, avec une telle énergie. Depuis 10 ans, c'est formidable. Vous avez vu ça, franchement, depuis 10 ans comme ça. Je viens à Cergy, cette superbe ville qui m'a accueilli, moi qui n'ai rien à voir avec Cergy. Donc c'est un vrai plaisir et de participer culturellement avec cette ville de Cergy, mais notamment à la culture afro, n'est-ce pas, afro-caribéenne, féministe, etc. Et je trouve que c'est important. Donc, Gertie, vous revenez d'un séjour aux Antilles. Oui. Vous avez présenté votre pièce La radio des bonnes nouvelles. Donc on va rappeler que le 20 juin, ça se passe au centre Barbara à la Goutte d'Or, dans le 18e, un centre très connu. Donc une très belle, il y a 2 salles en fait dans le centre Barbara, il y a 2 salles, mais donc voilà. Et puis c'était un pari aussi cette salle, de mettre un lieu culturel au milieu du quartier de la Goutte d'Or, c'était un vrai pari à l'époque. Et c'est un très beau lieu, vraiment. C'est très beau. Ouais. Et la salle consacrée aux musiques actuelles est une très bonne salle. C'est très rare je ne sais pas s'ils ont déjà fait du théâtre, mais bon. Donc nous allons faire du théâtre dans la salle qui est normalement consacrée aux musiques actuelles et ce sera un challenge en fait. Alors, si je ne m'abuse, parce que je suis un petit peu curieux, n'est-ce pas, j'ai entendu dire que vos représentations aux Antilles étaient de véritables succès. Je sais pas comment dire exactement, parce que effectivement, les gens qui étaient présents ont beaucoup aimé. Bon, mais ça s'est pas bousculé non plus. Parce qu'il faut ramener les gens, c'est pas évident. Il faut ramener les gens et je crois qu'on est tombé en plein milieu des examens, des gamins qui, vu le niveau de la pièce, c'était aussi un peu pour des secondes, premières, terminales et qui étaient en préparation d'examen. Mais effectivement, les gens qui sont venus ont beaucoup aimé. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch de quoi parle cette pièce, La radio des bonnes nouvelles ? En réalité, ça pourrait être une pièce extrêmement sérieuse, même un peu dramatique, et j'ai choisi de ne pas le faire. Je vais vous dire un peu le parcours de cette pièce, et puis comme ça sera plus évident. Moi, donc, en tant que féministe, j'ai énormément de copines féministes qui qui organisent des événements. Et donc, il y a un certain nombre d'années, il y a à peu près 5 ans, il y a une amie qui m'a dit « Je vais organiser un festival féministe à Montreuil et j'aimerais que tu participes. » Et instinctivement, je lui ai dit « Bon, écoute, si tu veux que je fasse une pièce qui relate une fois de plus qu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son mari, c'est pas moi je me bats pour que ça change, mais j'ai pas envie de redire ça comme on fait tous les ans à la fin du mois d'octobre, le 25 octobre. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui puisse toucher les gens différemment? Voilà. Et à un moment, elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien travailler sur le thème de l'utopie. Et l'utopie, ça voulait dire de dire que tout cela avait existé, mais n'existait plus. Et donc, immédiatement, ça donnait quelque chose de plus joyeux, de dire, voilà, on a réussi, on a changé le monde ensemble. D'abord les femmes, puisque je donne prioritairement la parole aux femmes. On a changé le monde, et comme on a changé le monde, on est dans quelque chose de beaucoup plus joyeux. Ça peut être une comédie, ça peut être festif, ça peut être musical à la fois. Et voilà, c'est à partir de là que l'idée de la radio est née. Pourquoi ? Je me suis dit, écoute, dans une radio, c'est simple. Tu vas interviewer des gens
Et ces gens vont raconter comment était le monde avant. Voilà. Et donc, j'ai choisi un certain nombre de personnes à interviewer, mais je les ai choisis sur une longue durée. Donc, j'ai pris des gens qui ont vécu la Révolution française et qui peuvent nous parler de ce qu'elles ont tenté de faire en tant que femmes pendant la Révolution française. J'ai pris des femmes qui ont vécu la Commune, comme Louise Michel, etc., etc. Et donc, j'ai distillé comme ça sur l'histoire des femmes entre le 18e et le 21e siècle, un certain nombre de questionnements, de problèmes, entre guillemets, dont j'essaie de faire quelque chose non pas de drôle, parce que c'est pas drôle, mais quelque chose dont on peut parler un peu plus joyeusement que d'habitude. Ce qui est intéressant, c'est que le féminisme, on croit trop que c'est une tendance, en fait. C'est en ce moment, tout le monde est féministe, c'est tendance d'être féministe, c'est plus un gros mot d'être féministe, enfin voilà. C'est-à-dire que oui. Il y a la Woman March, il y a un côté hyper tendance alors que c'est historique. Et je trouve ça hyper important de rappeler toutes ces femmes, même si l'histoire est récente, mais toutes ces femmes qui se sont battues pour qu'on soit là, pour qu'on puisse conduire, ouvrir un compte. Mais c'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ont écouté une partie il y a un homme en particulier, la partie qui concerne Théroigne de Méricourt qui se déroule en 1792 et qui disait ah ouais mais c'est caricatural, ça se passe pas comme ça. Donc il parlait d'aujourd'hui. Et en réalité, il ne pouvait pas comprendre et voir qu'en fait, on avait fait un saut dans le passé et qu'on était en train de parler d'un certain nombre de choses qui se déroulaient à son époque. Donc, ce sont des phrases qu'elle a prononcées, des discours qu'elle a faits. Et ces discours-là font état de l'état du monde à ce moment-là. Et cet état du monde, eh ben, malheureusement, on peut encore le retrouver, pas partout, mais dans certains pays, exactement de la même façon. Alors, il y a des choses dont, justement, Laurie disait assez judicieusement qu'aujourd'hui, c'est vrai que le féminisme s'impose, mais il s'impose grâce aux luttes qui ont lieu depuis des dizaines et des dizaines, voire même des siècles, n'est-ce pas ? Et je pense que c'est très important de dire ça parce qu'aujourd'hui encore, je vois des jeunes filles d'une génération, de la jeune génération, quand on dit le mot féministe ou féminisme, tout de suite, ils vont s'opposer à cela, ils vont dire non, moi je suis pas féministe, mais en fait, j'ai l'impression des fois que les gens en fait ne comprennent pas le mot féminisme ou plutôt ont tellement subi la propagande qui voulait que en fait le féminisme c'était des femmes qui étaient montrées comme des femmes aigries contre les hommes. Et c'est vrai que j'ai eu cette réflexion donnée où une personne m'a dit oui, moi je ne suis pas féministe. J'aime les hommes, mais ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a effectivement rien à voir. C'est-à-dire que le féminisme a transformé le monde, véritablement. Et pour le meilleur, pour les hommes et les femmes. Et les féministes étaient aussi concernés par la situation des hommes. C'est-à-dire que il s'est passé effectivement, comme vous disiez, Mac, toute une période, et encore aujourd'hui, où présenter les féministes, c'était les présenter comme un petit groupe de femmes aigries, des mal baisées. Il faut bien dire ce qui est, hein, c'est des mal baisées. Donc, évidemment, il faut bien qu'elles trouvent quelque chose à faire, puisqu'elles n'ont pas de mec. Bon. Et donc, c'était un peu honteux. C'est-à-dire, il fallait être honteux d'être féministe. Et c'est vrai aussi que par rapport à ça, il a fallu, pour certaines femmes, pour pas mal de féministes, pousser les choses utiliser la dérision, l'ironie, pousser les choses pour que quelquefois c'était un peu gros, pour que les gens s'interrogent.
Effectivement, le torchon brûle, c'était le titre d'un journal féministe des années 70. Et le torchon brûle, ça voulait dire, on remet en question le fait qu'on dise que la femme ne doit être qu'à la maison, à s'occuper de la maison et des enfants. Et effectivement, j'espère que je suis pas trop longue, hein, vous non, me pas du coupez, tout. Effectivement, les jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne savent pas quel a été le parcours qu'il a fallu suivre pour porter une mini-jupe, pour arriver à ce qu'elles vivent aujourd'hui. Effectivement. Alors, porter une mini-jupe. On utilise souvent effectivement cet argument pour dire que une femme qui est libre est une femme qui porte une mini-jupe. Une femme qui porte pas de mini-jupe peut être très libre aussi. Mais porter un pantalon aussi. Porter un pantalon, c'est interdit. Oui. Conduire, c'est interdit. Ouvrir un compte, c'est interdit. Travailler sans l'autorisation de son mari. On rappelle d'ailleurs dans la pièce les différentes ordonnances qui avaient été prises par Napoléon, en 1804, contre les femmes, contre la liberté des femmes. Interdiction de voyager sans l'approbation de son mari. La question des filles mères, par exemple. Aujourd'hui, être une fille mère, ce qu'on appelle une fille mère, c'est-à-dire une femme qui élève seule son enfant. Alors, on dit aujourd'hui, je suis mère célibataire. Mais avant, on ne disait pas mère célibataire, on disait fille mère. Et fille-mère, ça signifiait que vous étiez perdu, Et donc, il y avait des foyers pour les filles-mères. Dès qu'une femme une jeune femme attendait un enfant, on pouvait la mettre dans un foyer pour la mettre à part de la société, pour que ça ne se voit pas, pour que ça ne se sache pas. On pouvait la faire avorter clandestinement, quoique l'avortement était interdit et condamnable et qu'on allait en prison pour avoir avorté. Donc voilà, tout ça, rappeler tout ça, c'est pas inutile, c'est pas complètement inutile. Ouais, c'est incroyable. Et il y a une autre chose, c'est que moi, et qui me fait aussi plaisir, et c'est important que vous soyez là dans cette émission, je pense que même vous en rendez pas compte, mais déjà pour notre audience et pour les personnes qui peuvent mettre une oreille sur cette émission, pour moi c'est super important parce que il y a, par rapport au féminisme, par rapport à tout ça, il y a des choses en fait qui, ne sont pas mises en évidence. On a l'impression en fait, ce féminisme blanc, on va dire de femmes blanches, souvent il va être mis en avant et on a l'impression en fait que des femmes noires en fait n'ont pas fait leur travail au niveau du féminisme. Or, on sait très bien qu'il y a eu des reines, on sait très bien qu'il y a eu tout un tas de personnes et on sait qu'il y a eu des mouvements forts de féminisme. On connaît Angela Davis, on connaît plein de gens, etc. Donc on sait que ça existait, mais on a l'impression comme ça que dans la Caraïbe, il n'y a pas de personne. Vous étiez là, Gerty. J'étais là, j'ai pas tout le temps été là, heureusement. Bon, je commence à être vieille, mais vous étiez pas avec Queen Sheba. J'étais pas avec Queen Sheba. Mais j'étais effectivement féministe dans les années 70 avec la coordination des femmes noires. Et la coordination des femmes noires a été créée en 1976. Donc, on se battait pour un certain nombre de choses, parce qu'on savait qu'on n'avait pas exactement la même vie. L'un de nos slogans était, à propos des colonies, dans les colonies, les néocolonies, nous subissons une triple oppression en tant que femmes, en tant que classe, en tant que race. Et donc, c'était un slogan des années 70. Et donc, c'est un bon livre d'Angela Davis, qui est sorti bien après les années 70, qui s'appelle Class, Race and Gender. Et on posait ces questions parce qu'on était à l'intérieur du mouvement féministe. Moi, j'étais dans le mouvement féministe français, puisque le premier groupe femmes auquel j'ai participé, c'était le groupe de l'université où j'étudiais, c'est l'université de Vincennes, Paris-Vincennes, qui s'appelait Paris 8, mais qui n'est pas le Paris 8 d'aujourd'hui, c'était le Paris 8 de Vincennes. C'était le super Paris 8 de l'époque. C'était une fac qui avait été créée à la suite des événements de mai 68 et qui transformait, dont le but c'était de transformer le rapport à l'enseignement. Donc on n'avait pas de
de cours en amphithéâtre. On n'avait que des travaux pratiques et un type de relation différent avec nos enseignants. Et donc, c'est les facs un peu à l'américaine, comme il existait à l'époque, certaines facs comme Berkeley, etc. D'ailleurs, il y avait plusieurs enseignants américains qui avaient été conviés à construire la fac Paris 8. Et dans cette fac, il y avait énormément de mouvements, de mouvements politiques de toutes sortes. Mouvements politiques, mouvements sociaux et mouvements des femmes. Et donc, il y avait un groupe femmes. Moi, je participais au groupe femmes de l'Université Paris 8. Et donc, en tant qu'étudiante, en tant que militante féministe, on participait à des rencontres, à des manifestations, à des colloques, etc. Bon, on tricotait aussi dans les amphis de Jussieu. C'était assez drôle. Mais en tant que femme noire, je me rendais compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui me touchaient, qui n'étaient pas reprises en compte par le mouvement féministe, qu'on dirait aujourd'hui mainstream. Oui, aujourd'hui on appelle ça l'intersectionnalité. Aujourd'hui, tout le monde parle d'intersectionnalité. À l'époque, le terme d'intersectionnalité n'était pas du tout utilisé. Mais nous, oui, effectivement, parler de classe, race et genre, c'est poser la question de l'intersectionnalité. Mais nous, à l'époque, par exemple, lorsque nous étions en discussion avec les féministes qui défendaient le droit à l'avortement, nous leur rappelions en passant que dans les départements et territoires d'outre-mer, l'avortement était légalisé par Monsieur Debré, qui était ministre des Outre-mer. Et donc, d'ailleurs, Françoise Vergès a fait un livre là-dessus qui s'appelle « Le ventre des femmes » et où elle raconte le nombre de femmes qui ont été avortées à leur insu. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai une amie dont la mère était un peu malade à 89 ans et elle a découvert à 89 ans qu'elle avait été stérilisée. Elle ne le savait pas. Wow. Donc, ces choses-là étaient faites à notre insu. Et donc, la question de la maîtrise de la démographie noire se posait déjà à cette époque-là. Et donc, nous, on la posait en discutant avec nos amis féministes. Une autre question qui me paraît être une question intéressante à discuter était le fait que les féministes françaises, blanches, avaient repris, se battaient contre l'excision et l'infibulation. La question de l'excision et de l'infibulation mérite d'être posée. Simplement, la façon dont elles en parlaient était d'un point de vue d'anthropologues qui regardaient un peu des sauvages. Oui, et donc, nous, on disait non, on refuse que la question soit abordée de ce point de vue-là. Et ça demande aussi d'aborder la question de la colonisation. Parce que pendant tout le temps où les Français ont été présents dans ces pays où se pratiquait l'excision et l'infibulation, ils n'ont pas brillé par un combat contre cela, pour la libération des femmes africaines. Donc voilà, toutes ces questions-là se posaient déjà dans les années 70. C'est incroyable parce que du coup, il y a comme ça, je vais pas dire une ignorance, mais oui, on peut dire ça, une certaine ignorance qui fait que, en fait, on a l'impression que le mouvement afroféministe de nos jours, en fait, est en train d'inventer quelque chose, de mettre quelque chose en avant qui n'existait pas avant, alors que ça existait. C'est juste que maintenant, ça prend encore plus d'ampleur, encore plus d'écho. Et moi, je trouve que c'est super intéressant que vous avez absolument votre place là-dedans, et votre place, elle est hyper importante parce qu'on a besoin de savoir que cette lutte, elle a été menée auparavant par des personnes, et que ce combat, en fait, c'est toujours une continuité, et que, en fait, c'était comme quand on avait reçu comment elle s'appelait encore par rapport au mouvement asiatique décolonial, Brigitte. Qu'on avait reçu Brigitte, et c'était super intéressant. Comme Brigitte, elle voit aussi que par rapport au mouvement féministe asiatique, il y a plein de choses qui manquent en France. Ouais. Et lier comme ça, faire les ponts entre les générations et tout le travail qui a été fait, c'est ne pas partir de zéro. Mais justement, j'ai une question. Vous nous racontez une histoire qui est hyper intéressante, ces colloques, ce groupe de femmes noires.
où est-ce qu'on trouve vos traces? Où est-ce qu'on peut lire des rapports sur... Alors moi, je vais vous couper. Où est-ce qu'on peut lire des rapports? On va le savoir dans quelques instants. On se fait une petite pause. On va boire un petit peu. On va se mettre bien. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Gertie Dambury. Elle va nous répondre. Vous inquiétez pas. Peace. Enseigner les paroles encore et mon cas débilé. Et si vous voulez dépasse l'amour, moins qu'à mériter. En cas où celle qu'on s'est unis seulement intérêt changer. L'esprit a au power là, pour faire mes pour moi là où t'es à l'aise, tu m'as tout bas, vous faites que tu n'es ailleurs. Moi j'avais plus qui montait dans les pour vous. Moi j'allais crier, puis là ça, magie la salle en moussé. On souhaite. Baby, oh, I bet you may. Aller bien, ouais. C'est santé, Dion, pas bête, aïe, on souhaite. Baby, oh, I bet she may. Aller bien, ouais. Mais pas oublier où fin. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yes, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Mac Paro pour vous servir. Je suis là comme d'habitude avec ma team Street Diamond et on écoutait une exclusivité. La demoiselle s'appelle Swanny et ce soir elle est en concert. Mon cœur est avec elle, mais mon cœur est aussi ici. Ah oui, parce que Swanny c'est exceptionnel ce qu'elle fait en créole, soul. A fait tellement de choses et elle renouvelle cette musique. Donc on rappelle que son projet s'appelle Creole Koshi. Donc c'est l'histoire. Creole Koshi c'est un concept. Le concept, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est née ici et ben elle a son créole qui est un petit peu avec l'accent quoi, tu vois. Et donc du coup, sa culture est aussi un petit peu comment elle appelait ça, Koshi, comment elle a traduit le Koshi, bancal. Voilà, donc sa culture aussi, son côté culture semble bancal, mais en vérité ne l'est pas. Donc voilà, Swanny, un gros bisou à Swanny et on a hâte d'écouter encore la suite de son projet. Et il y avait Miss Laurie Pézon qui a posé une question très judicieuse à Gertie Dambury qui est notre invitée ce soir. Je me rappelle la question. Est-ce que je peux répondre directement, oui. C'est ça, ou tu la reposes? Non. En fait, oui, on peut trouver des informations sur la coordination des femmes noires. Premièrement, il y a une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Marguerite Durand. Attention, c'est pas Marguerite Duras qui est dans Marguerite Durand, qui est une bibliothèque un peu menacée, à mon avis. La mairie de Paris a essayé 2-3 fois, en tout cas cette année-ci déjà, de la déplacer. Et il y a eu une forte mobilisation des féministes et elle n'a pas été déplacée. Mais elle est menacée. Elle est où? Elle se trouve dans le 13e arrondissement. Je crois que c'est à la rue de Choisy. Ouais, je crois que c'est Choisy, mais je suis pas sûre. Et c'est une bibliothèque qui est consacrée au mouvement féministe, à l'histoire du mouvement féministe. Et là-dedans, on trouve des brochures de la coordination des femmes noires, parce qu'on a eu le temps de faire des brochures. On trouve des photos des membres de la coordination, soit à des manifestations, soit à des défilés féministes. On trouve aussi, je sais qu'il y a une jeune femme allemande qui a fait une maîtrise sur la coordination des femmes noires. Et je pense que sa maîtrise est là-bas aussi. Il y a un bouquin qui a été fait sur l'histoire de la presse féministe. Je crois que ça s'appelle Parole de femme ou presse féministe, presse féministe, presse lesbienne, je crois que ça s'appelle. Et là-dedans, moi j'ai été interviewée et je parle de la coordination.
Et c'est à peu près tout. Il y a aussi un autre endroit où il faut aller chercher, c'est que nous participions à un journal qui s'appelait Sans Frontières. Et ce journal Sans Frontières, qui était le journal de l'immigration à cette époque-là, il y a un certain nombre de numéros du journal Sans Frontières dans lequel on a écrit des articles. Et ces numéros ces exemplaires, seraient à l'université Paris 10 Nanterre. D'accord. Donc il y a des... Donc il y a pas mal d'endroits où on peut chercher, on peut trouver effectivement de la documentation sur ce mouvement féministe, et je trouve que voilà, ce serait pas mal une idée de Reed là-dessus, à trouver certaines choses, parce que Gertie Dambury, je trouve que pour Reed ça pourrait coller, ça pourrait être sympa. Il y a un autre bouquin. Alors il faut dire que la coordination à un moment a splitté. Enfin, il y a eu 2 mouvements. Elle a commencé en 76 et autour de 78, 79 comme ça, il y a eu une sorte de rupture. Il y a une femme qui s'appelle Awa Thiam qui a écrit un bouquin qui s'appelle La parole aux négresses, qui a fait un autre mouvement avec une tendance du féminisme blanc qu'on appelait la tendance psychépo, mais bon, on entre dans la cuisine interne là. Et puis la coordination elle-même a continué sous la houlette d'une femme qui est décédée aujourd'hui, qui était camerounaise, femme très importante, très intelligente, brillantissime, qui s'appelait Marguerite Kalalobé, pas Marguerite, Maria Kalalobé, Maria Moine Kalalobé, qui était une militante camerounaise, ayant été arrêtée, enfermée dans les geôles à l'époque du président Aïdjo. Et Maria Moine a continué la coordination avec d'autres femmes, dont moi. D'accord. Mais c'est vraiment pour moi, c'est des noms qui doivent... qui doivent évoquer quelque chose pour nous. Ça doit être des références. Maria Moine Kalalobé, il y a un centre pour les femmes à Yaoundé qui porte son nom. Mais elle-même est enterrée au Père-Lachaise. D'accord. Et à mon avis, un de ces jours, il faudrait qu'on organise quelque chose pour aller lui rendre hommage sur sa tombe, oui. Ça me permet de... Je peux rebondir ou pas ? Vas-y, t'as le droit. Sur ça... si maintenant avec la radio. Tu peux le montrer, voilà, c'est un livre, elle nous tend un livre pour ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, qui s'appelle, dont le titre est Noir n'est pas mon métier. Donc c'est un collectif de comédiennes et d'actrices noires qui ont décidé de prendre la parole dans un livre. Enfin, j'appelle pas ça un livre, mais c'est pas une suite de nouvelles, mais c'est une suite d'expériences, d'actrices. De témoignages, Un recueil d'expériences. Un recueil d'expériences. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'écrit. Voilà, on a besoin de témoignages. L'écrit est important. Vous êtes dramaturge, donc vous savez l'importance de l'écriture. Ce témoignage du temps aussi, parce que Noir n'est pas mon métier. Aujourd'hui, c'est hyper contemporain pour nous. Ces histoires de femmes noires, finalement, en tant que femmes noires, on les a vécues. Là, elles se rassemblent autour d'un corps de métier, mais voilà. Mais le fait de les poser sur écrit, de le revendiquer, les comédiennes sont engagées ou pas, ça c'est encore. Moi, je pense que c'est très important que cet ouvrage ait été sorte. Je le dis d'autant plus que dans les années 90. Un peu avant le cyclone Hugo, donc fin des années 80, il y a eu un mouvement d'artistes qui réclamaient une place pour les artistes noirs. C'était Cinédom, il y a eu Cinédom Plus sur la question du cinéma. Et très étrangement et très manifestement, c'était des hommes qui avaient pris la parole, et ce sont des hommes qui se sont retrouvés investis par la suite, à la suite de ces mobilisations, investis à des postes. La question de la place des femmes en tant que telle n'avait pas été posée. Et là, je pense que c'est la conjugaison d'à la fois d'une mobilisation des populations racisées mises de côté, plus une mobilisation des femmes noires qui fait que
ces femmes-là peuvent sortir ce bouquin aujourd'hui et c'est important. Parce qu'en plus, ça sort au seuil. Enfin, c'est pas une je veux dénigrer aucune auto-édition ou quoi que ce soit, mais c'est pas un petit pamphlet. Enfin voilà, au seuil, ils prennent position. Il y a une campagne. On va peut-être pas non plus passer de la crème au seuil, parce que je pense qu'ils sont très altruistes sur ce coup-là, quoi. Non, bien sûr, mais l'altruisme permet la visibilité aussi. Ça, les maisons d'édition et les plus grosses, ils savent qu'ils vont faire un carton avec ça aujourd'hui. C'est surtout ça. En aparté aussi, avec le travail de Nadine Mateki, hein, bien sûr, au maquillage pour toute la série photo, etc. Nadine Mateki qu'on a reçu. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Gerty, concernant la revendication des hommes pour les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de schizophrénie dans la société française, dans la mesure où Angela Davis s'est réfugiée en France, des gens comme Baldwin, Chester Himes, etc. se sont réfugiés en France, qui ont quand même été des gens qui représentent un parcours très très important dans la littérature ou même dans la théorisation de problématiques sociales, alors que la société française nie complètement la position des femmes. On a souvent des soubresauts très réacs de la part de nos gouvernements qui proposent de remettre un petit peu la femme au foyer, etc. et tout. Donc j'ai l'impression que finalement la voix intérieure n'est jamais entendue. On accueille toujours celle des autres, mais on ne prend jamais en compte la... en fait... Ouais, j'allais dire, on traite, le nègre d'autrui n'est pas le même que ton nègre. Enfin, on traite pas l'Afro-américain n'est pas reçu de la même manière parce qu'il est américain en fait. Et c'est, je pense pas. Alors, je réponds pas à la place de Gerty. Hein, c'est mon point de vue. La plupart des Afro-américains qui ont vécu en France on parle comme une bonne expérience parce qu'ils pouvaient boire dans une terrasse de café, ils sont dans leur pays, il fallait qu'ils soient du côté noir et qu'il n'y a pas eu de ségrégation légale, je dis bien légale, en France. Mais je pense que c'est plus profond que... Je pense que c'est en fait, en réalité, je vais faire un mauvais jeu de mots. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire que l'histoire des Africains-Américains en France est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut tout le temps nous présenter en nous disant Baldwin, Richard Wright, etc., etc. Oui, mais en même temps, n'oublions jamais que derrière les choses, il y a aussi la question de la classe. C'est pour ça qu'il faut parler d'intersectionnalité. La question de la classe fait que un certain nombre de Noirs, même américains, étant venus en France, soit pour faire la guerre, soit pour d'autres raisons, n'ont pas été traités comme Baldwin et Richard Wright. Il faut pas plaisanter là-dessus, hein. Et en particulier, quand ils avaient des enfants, il y a des femmes françaises qui ont eu des enfants avec des Noirs américains, etc., etc. C'était la honte. Ça restait quand même la honte. Donc on ne navigue pas dans le même milieu social, et de ce point de vue-là, il n'y a pas la même expérience. Par rapport aux États-Unis, en renversant la vapeur, quelqu'un comme James Baldwin dit dans un bouquin d'entretien qu'il a eu avec Margaret Mead, qui est anthropologue, ça s'appelle A Rap on Race, et dans ce bouquin, il raconte qu'il reçoit de l'argent de son éditeur français, et quand il va chercher l'argent, il essaie d'aller toucher cet argent aux États-Unis. Il est aux États-Unis, de passage aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, dont il n'est pas originaire. Quand il arrive là-bas, on ne peut pas croire qu'un Noir puisse recevoir autant d'argent. Jusqu'au moment où il présente son passeport et que sur son passeport, il est noté qu'il a voyagé en Europe. Et à ce moment-là, la femme blanche, sudiste, change complètement de comportement à son égard. Et donc, il y a l'idée de l'Europe, il a voyagé, il connaît autre chose, on l'a traité différemment ailleurs, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de choses et d'expériences diverses et variées à regarder d'un peu plus près. Cependant, c'est Manu. C'est la voix. Manu, la voix, l'observateur silencieux, a
entièrement raison sur le fait que, effectivement, la France a tendance, c'est pas une tendance, c'est une tendance très lourde, à mettre toujours en avant le racisme américain et à ne jamais s'intéresser, parler clairement du sien. Par exemple, on a vu une énorme exposition qui s'appelait The Color Line, je crois que c'était à au Quai Branly. Il n'y a jamais eu d'exposition de cet ordre-là concernant les rapports de racisme en France. Mais ils étaient tous, de toute façon, la plupart de ceux qui ont été reçus en France étaient soit écrivains, jazzeux et compagnie. L'exemple le plus criant, c'est que Malcolm X a souhaité séjourner en France pendant un petit moment, histoire de calmer un peu le jeu. Il s'est fait jeter à la frontière, juste pour info, alors qu'il représentait que c'était un leader politique très clairement en danger, et il a été refoulé à la frontière. Il est resté à peu près 2 heures en France. C'est ça. De Gaulle qui l'a renvoyé. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Je suis avec ma team Street Diamond, mais on est avec une grande dame dans le building. On est avec Gertie Dambery. Gertie Dambery, c'est aussi des doutes et des errances suivies de les Atlantiques amers. C'est un tas de bouquins, bien sûr, qui nous rappellent plein de choses. Il y a le bouquin aussi Effervescence, n'est-ce pas? Il y a Démocratie mosaïque. Encore des sujets qui nous parlent. Il y a Mélancolie. Il y a aussi des collaborations, bien sûr. Il y a aussi La Jamaïque et Mon Afrique, qui était paru aux éditions français créole. Il y a pas mal d'engagement dans la vie de Gertie Dambery. C'est aussi une personne qu'on peut retrouver dans la fanfare. De 30 nuances de noir. Oui. On avait reçu Sandra Franchine Sainte-Rose sur Street Diamond, je crois avant même que la Sandra quand la fanfare était en projet, et c'était super bien avancé et ça allait aboutir, et encore dans décoloniser les arts. Un coup de main. Voilà, mais c'est super. La fanfare, c'est un coup de main. C'est-à-dire que il y a des tas de gens que j'ai envie de soutenir et avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Sandra, c'est autre chose. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Sandra, mais il y a des gens avec qui je ne suis pas forcément en accord total. Mais l'un de mes principes, c'est la solidarité et que c'est seulement tous ensemble, même en n'étant pas d'accord, qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Mais qu'il faut se dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut aussi savoir accepter et de dire qu'on n'est pas d'accord et que les autres acceptent d'entendre qu'on n'est pas d'accord avec eux. Mais donc du coup la fanfare c'est génial, j'adore cette fanfare, je m'amuse comme une folle quand je suis dedans. Je l'ai vu avec vous et sans vous, et vous m'avez manqué quand je l'ai vu sans vous, sans aucune... Mais voilà, j'aime bien ce côté aussi intergénérationnel, ce côté multidisciplinaire dans l'art, entre la musique, la danse. Vous apportez la chose théâtrale vraiment, de la mise en scène, et cette expérience elle doit être juste extraordinaire. Très beau travail de tout le monde, de Sandra, de la costumière, Annie Mezzati Burs, et puis des danseuses qui apportent elles chacune sa couleur et sa personnalité. Quand je dis sa couleur, c'est sa couleur de danse, parce qu'il y a des danseuses de walking et puis il y a des danseuses d'autres choses, je ne connais pas tous les noms. La génération à laquelle j'appartiens fait que je connais pas tout, mais c'est extraordinaire parce que chacun apporte sa touche et ça donne quelque chose de formidable. Oui. Il y a une émotion. Je suis désolée, mais je suis fan de la fanfare, mais on est tous fans de la fanfare. Moi aussi. Il y a une émotion qui se soulève dans cette fanfare. Alors je pense qu'en tant que femme noire, elle est peut-être plus forte, mais elle est... Tout le monde. Ouais, tout le monde la ressent. Tout le monde. C'est extraordinaire. Tout le monde. Gertie Dambery, dès 81, elle avait déjà commencé à créer des pièces de théâtre.
Dès 81. Bah oui, il va dire à tout le monde mon âge. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge. Mais je me suis dénommé moi-même la momie du mouvement féminin. Ah, carrément? Non, moi je trouve pas. Parce que quand vous êtes. Les momies, ça ne bouge pas. Et vous êtes hyper dynamique. Vous faites partie d'une fanfare qui sillonne les villes. Vous avez une énergie folle. Je vous ai vu débattre. C'était incroyable. Tout le monde était tout oui. Et moi, je tiens à dire que cet entretien se termine. Mais on sera obligé de faire un nouvel entretien avec aussi votre équipe. Exactement pour Radio des Bonnes Nouvelles, parce que je trouve que c'est super important. Et on aura aussi peut-être la position de vos partenaires sur ce projet. Ce qui est important pour moi dans ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il y a des personnes avec qui vous travaillez ou que vous aidez, à qui vous donnez un coup de main et que vous n'êtes pas forcément d'accord avec toutes ces personnes, tout ce que ces personnes proposent. Oui. Et je pense que ça, dans notre génération, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire et qu'on a besoin d'entendre, parce que sur Street Diamond, c'est ce qu'on fait. C'est une plateforme où on partage et on n'est pas obligé d'avoir le même avis. C'est important, on n'est pas obligé d'être d'accord à 100%. On peut être d'accord à 60%, 70%. Tant qu'il n'y a pas de truc chelou, on peut travailler ensemble. Absolument. On doit savoir discuter. On doit savoir discuter. On doit savoir avancer ensemble. C'est pas parce qu'une personne, elle a un choix différent sur telle ou telle thématique qu'on doit la boycotter. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à entendre de la part d'une personne comme vous. Mais attends, tu vas pas tout le temps parler du macagoulou, c'est bon. T'as pas mangé le macagoulou, mais... Non, mais j'ai mangé de la pizza aujourd'hui. Mais t'as pas mangé du macagoulou, mais... C'est pas pour ça que ça fait... Mais après l'émission... c'est pas pour ça que ça fait de moi un mec mauvais, voilà, c'est tout. tu vois, ça c'est l'ambivalence. Je ne mange pas de macagoulou, mais je mets le pied chez McDo. Non, Burger King, pas chez McDo. À ce propos, j'emmerde McDo, quoi. Vive Burger King, vive McDo, vive tout le monde. Ah non? Ah bon, arrêtez. Vegan. Exactement. On va dire vegan, mais vegan aussi, hein, tu vois, avant, à l'époque, ça s'appelait Haïtal. Ouais, à l'époque, ça s'appelait Haïtal, tu vois ce que je veux dire? Mais être Rasta, c'est pas trop à la mode pour certaines personnes. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le rastafarisme avec juste l'activité de fumette. Donc, je vous rassure quand même, il y a toute une théorie, une philosophie de vie qui va avec. Ça se cantonne pas à la fumette. Hein, donc, faut. Et puis, c'est une très très belle culture qu'il faut découvrir aussi. J'ai une dernière question, est-ce que je peux? Très courte. Votre rapport à l'écriture, avec tous les titres que Mac vient de citer, l'écriture, c'est la base pour moi. Oui, c'est le centre. C'est la base d'un film, c'est la base d'une musique, c'est la base de tout. Quel est votre rapport à l'écriture? Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait? C'est ça que je... Qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, ça m'évite le psy. Parce que pas mal de choses peuvent passer là-dedans. Non, en fait, ça m'apporte d'avoir le temps de revenir à moi-même. Je pense que c'est important de ce point de vue-là, parce que, par exemple, l'activité de théâtre, c'est une activité à plusieurs. On peut pas faire du théâtre tout seul. Même si on n'a qu'une personne qui allume une lampe sur votre visage, vous êtes au moins deux. Donc j'utilise énormément d'énergie à distiller des choses, à discuter avec, à écouter des avis différents, etc. Et là, avec l'écriture, je suis toute seule avec moi-même, je peaufine, je suis pas d'accord avec ce que je fais, je m'engueule, je recommence, etc., etc. Et j'adore toutes les formes d'écriture, la poésie, le théâtre, le roman, l'essai, la discussion, c'est de me dire, je me disais ça aujourd'hui, il y a des gens qui ont déposé leur cerveau, ils l'ont mis de côté, et j'étais dans le métro et je me disais, moi je veux pas que mon esprit arrête de travailler tout le temps, et l'écriture c'est génial pour ça, oui. Alors,
Justement, une petite Non, la question. dernière question a été posée. Hein. La toute dernière rapidement. Rapide, Est-ce que, très, tu très penses, rapide. est-ce que tu penses qu'une écriture à 4 mains avec Tim Allo, puisque je sais qu'il est... Et il faut parler du Sénat. Et là, c'est... J'avoue que là, j'avoue que ça, on ne peut pas esquiver le Sénat qui est hyper important, qui existe depuis, je crois, 6 ans, si je ne m'abuse. Hein, et que le Sénat... parlez-nous du Sénat. Bon, on va terminer avec le Sénat. Non, mais parce que là, on a oublié le Sénat, c'est trop important. On a oublié le Sénat, on n'a pas parlé de la pièce, les filles vont m'étrangler. Si, on va reparler de la pièce. Le Sénat, c'est une rencontre. Au départ, c'est une rencontre littéraire, en fait. C'est né rapidement. Un directeur de théâtre m'a dit, mais attends, t'as écrit toutes ces pièces et j'ai jamais entendu parler de toi et tout. Qu'est-ce que tu veux pas faire quelque chose avec tes pièces? Et j'ai fait, non, je veux pas faire quelque chose avec mes pièces. Et qu'est-ce que tu voudrais faire? Je dis, j'aimerais bien parler de la Guadeloupe. Parce que j'entends beaucoup parler de la littérature martiniquaise, de la littérature haïtienne, mais pas suffisamment de la littérature guadeloupéenne. Et en fait, j'ai envie d'être un peu, comment on dit ça Égocentrique, non, démago. pour quand on n'aime que son pays. Nationaliste. Non, Patriote. Non, c'est je l'ai aussi, mais c'est quand chauvine. Voilà. J'ai envie d'être chauvine. Donc, j'ai fait le Sénat au départ, ça s'appelait La Guadeloupe, c'est en poème. C'est comme ça que ça s'appelait. Ok. Alors, c'était un Sénat. La Guadeloupe, c'est en poème. Et puis, comme je suis pas chauvine du tout, j'ai dit, non, c'est un peu bête, ok, allez, prenons tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de faire découvrir les littératures de la Caraïbe, mais à travers, et surtout, de donner la parole au public. Parce que moi, le théâtre me dérange un peu. Je fais du théâtre, mais je suis très gênée par le fait, souvent, je suis dans une salle de théâtre et j'aimerais pouvoir parler. Et je vois la pièce et je me dis, je pourrais me lever et arrêter et dire, attendez, vous avez mal commencé, on recommence. Parce que je suis sûre qu'ils peuvent mieux faire. Bon, ça arrive. Et donc, on est là, dans le noir, on se tait, on doit pas tousser, on doit pas éternuer, etc. Et puis quand on sort, on sait même pas si on doit dire aux gens, j'ai pas aimé ta pièce, ou j'ai vachement aimé. Si je dis j'ai vachement aimé, ça veut rien dire aimer, etc., etc. Bon, c'est très compliqué. Et donc, comment redonner la parole aux gens? Comment faire en sorte que les gens ne soient pas assis quelque part à écouter quelqu'un qui leur délivre une connaissance toute faite? Voilà. Quand il y a des rencontres, quand il y a des colloques, quand il y a toujours quelqu'un qui parle sur une estrade et des gens qui sont assis en face et qui écoutent. L'idée du Sénat, c'était de casser la distance entre l'estrade et la salle. Ça, c'est la première chose. Et donc, dans le Sénat, le public est mélangé aux comédiens. Des gens qui arrivent pour la première fois peuvent ne pas savoir qui est comédien. Et les comédiens ont préparé un thème. Ce thème, ils l'illustrent avec des extraits de textes qu'ils ont choisis et qu'ils vont lire ou jouer. Et le public a le droit de discuter ce thème et les extraits qu'il entend. Donc, c'est donner aux gens la parole, avoir des discussions contradictoires et faire découvrir les littératures de la Caraïbe dans toutes les langues de la Caraïbe. En français, en anglais, en espagnol et en créole. D'accord. Alors ça, tu sais quoi? Ça Et donc, mérite on vraiment. applause. Ça mérite vraiment. Ah non, merci. Vous êtes tamponné Street Diamond, ça c'est sûr. Vous êtes validé, archi validé. C'est rigolo quand même, quelqu'un qui parle, plein de gens qui écoutent, on dirait un blogueur sur Facebook. Quoi. Bravo monsieur Dorlis. On a plein de choses à dire. Il y a des blogueurs sur Facebook, mais il n'y a pas que des blogueurs. Il y a aussi beaucoup de talents qui viennent de partout et qui utilisent les outils sociaux, monsieur, pour pouvoir s'exprimer et diffuser la parole au peuple. Et c'est comme ça que ça se passe sur Street Donc, Diamond. ça Et veut d'ailleurs, dire qu'il y a un blog quelque part que je connais pas. non, il n'y a pas un blog, mais le peuple, il devrait aller un peu plus souvent dans la rue plutôt que de rester coincé derrière son écran, quoi. Hein. c'est vrai qu'il faut que le peuple se soulève parce qu'il y a pas mal de choses à faire bouger, n'est-ce pas? Que ce soit en France, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit aux Antilles, que ce soit dans l'océan Indien. Un big shout out, bien sûr, à la Réunion, à l'île Maurice. Un big shout out aussi, non, à la Guyane, à la Martinique, à la Guyane. Ouais. On rappelle que la Guyane, demain,
C'est l'abolition, les amis. C'est C'est la l'abolition. date de l'abolition, les gars. Et faut fêter ça. Et demain, surveiller un petit peu aussi l'insta de Street Diamond, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Comme Et d'habitude. qu'on vous aime et qu'on aimerait bien avoir un peu plus de retour de la part des Guyanais aussi, parce qu'on aimerait bien avoir plus de vibes, plus d'écrits, de morceaux, etc. qu'on nous envoie, qu'on nous adresse pour parler un petit peu plus de la Guyane et pas uniquement de la violence en Guyane. C'est un fait, même si on s'en fout un peu de la violence, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses très intéressantes. Donc envoyez-nous ces choses intéressantes plutôt qu'on ait une vision monolithique de la Guyane, c'est-à-dire qu'on ne parle que des faits de violence. On parlera d'autres choses, mais il faut nous alimenter grâce à vos envois. Vous êtes sur le terrain, nous laissez pas deviner les choses puisque nous on est à Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous rappelle que bientôt vont arriver les Street Diamond Everywhere que j'ai tourné il y a 1 an. Donc vous allez pouvoir constater qu'en Guyane ça bouge beaucoup. J'ai rencontré les 500 frères, j'ai rencontré Sisley Loubet qui danse pour Rihanna, Beyoncé, Missy Elliott et les plus grands artistes américains. J'ai rencontré un rappeur qui s'appelle Négus qui maintenant n'est plus rappeur et présentateur du journal télé de 20h sur Guyane Première. Donc restez bien connectés parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent entre la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante et Saint-Martin. Ces reportages qui seront sur notre site streetdiamond.fr. Je vous rappelle qu'on était avec Gertie Dumbury sur Street Diamond. Il y a Marie-Noël Imbar qui a dit vraiment passionnante avec plein de points d'exclamation. Florence Napri qui envoie plein de bisous. Dance, Patrice Louisor, l'homme de l'ombre, Amstramgram, Chana Césarion, Anne Chantal, Pierron, Limol Max, Samantha JB, Jacques Marcussi, Gladys Jean-Charles, Kidam, I see you, merci pour le love, merci pour les commentaires. On rappelle bien sûr que Gertie Dumbury sera en représentation le 20 juin au Le centre. 19 aussi. Et le 19 aussi. Oui, 19 et 20. 19 et 20 au centre Barbara Barbara, dans à la la Goutte 18e. d'Or dans la 18e. C'est une salle bien connue, une salle où on est bien reçu pour sa pièce intitulée La radio des bonnes nouvelles, dont elle nous a parlé succinctement, mais vraiment on vous conseille d'y aller. Si vous avez écouté l'émission, vous avez pu constater que c'était une femme debout qui était avec nous, une grande dame. Donc on vous conseille vivement, très vivement, de prendre 1m63 et demi. 1m63, mais je peux te dire que ça met la pression. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On va passer à notre autre invité. Gertie, je vous dis merci, encore merci. C'est très sympathique d'être avec vous. Merci, c'est super. Et vraiment, on veut que vous veniez encore nous voir. Vous êtes obligés de revenir avec votre équipe et on va encore parler de la pièce parce qu'on est obligé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.